Michel Jordan est ingénieur en informatique adhérent à la CAT France depuis 1980, donc l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Aujourd'hui militant dans un groupe local en Normandie, membre de la Commission nationale de réflexion sur la torture depuis 2014 et animateur de cette commission. Michel a été membre du comité directeur de la CAT France de 1994 à 2001. Il a représenté la CAT France au conseil d'administration du centre Primo Levi. On retrouve Primo Levi. Donc, le centre de soins pour les victimes de la torture et des violences politiques à Paris de 2007 à 2016. Et Michel, vous avez coordonné la publication des rapports Un monde tortionnaire paru dans la revue Humain. C'était en 2018. Le titre de votre intervention, entre interdiction juridique absolue et pratique encore répandue, le phénomène tortionnaire. Aujourd'hui, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation, pour cet accueil, et donc pour l'invitation que vous avez faite non seulement à moi, mais à la CAT et à la CAT France d'ouvrir cette journée par une présentation générale de ce qu'est le phénomène tortionnaire, un petit peu dans l'histoire et surtout dans ses réalités d'aujourd'hui. L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture est engagée depuis presque 50 ans dans le combat non pas seulement contre la torture, mais dans notre titre, c'est bien pour son abolition, non seulement en droit, mais dans les faits. Et au sein de la CAT France, la commission de réflexion sur la torture que j'ai animée ces dernières années a pour rôle de prendre un petit peu de recul par rapport aux actions que nous menons et essayer d'étudier les évolutions du phénomène tortionnaire dans le monde, en Europe et en France. Et donc en particulier de publier un rapport qui s'appelle Un monde tortionnaire. Donc le dernier numéro, on va dire, de ce rapport paraît aujourd'hui à l'occasion de cette journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Donc vous le voyez ici, nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les membres de la CAT connaissent, et sans doute ils le connaissent même par cœur, cet article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adopté en 1948. Et sans doute êtes-vous aussi nombreux à connaître cet article, vous qui êtes dans cette salle. On peut passer à la diapo suivante. En 2016, pourtant, dans un sondage que la CAT avait commandé, 36% des Français acceptent le recours à la torture dans des circonstances exceptionnelles. Il n'était que 25% dans un sondage qu'Amnesty International avait réalisé avec la même question au début des années 2000. Donc en 2016, 54% acceptent qu'une personne suspectée d'avoir posé une bombe qui serait prête à exploser soit soumise à des décharges électriques. 45% des personnes interrogées considéraient que la torture est efficace pour prévenir des actes de terrorisme et obtenir des informations fiables. Et 18% des personnes sondées déclaraient, c'était une déclaration, qu'ils pourraient envisager de recourir eux-mêmes à la torture. Ça ne veut pas dire que ces 18% mis en situation auraient réellement pratiqué. Mais bon. Au-delà de ces chiffres qui peuvent nous effrayer, le sondage démontrait aussi une assez grande méconnaissance de ce qu'est la torture aujourd'hui. Qui en sont les victimes? Qui en sont les auteurs? Dans quel lieu est-elle pratiquée? Pour quelles raisons? Et quelle est son efficacité? Si tant est qu'elle ait une efficacité. 5 années ont passé depuis 2016, nous n'avons pas réalisé d'autres sondages, mais je ne crois pas qu'on aurait des résultats fondamentalement différents aujourd'hui d'il y a 5 ans. On peut passer à la diapo suivante. Un petit rappel historique, et puis je vais vous raconter une histoire que peut-être vous ne connaissez pas. Nous avons tous en tête des représentations de la torture pratiquées dans l'histoire de France, dans l'histoire d'Europe, que ce soit l'Inquisition, la conquête des Amériques, tout autre, les guerres de religion. Ces images correspondent plus ou moins à la réalité. Nous connaissons aussi quelques voix qui, à l'époque, se sont élevées contre ces pratiques. Parmi celles-ci, l'une des plus connues, celle de Bartolomeo de las Casas,
qui rappelait avec force la commune humanité des conquérants espagnols et des peuples d'Amérique conquis. De Las Casas rappelait que cette humanité nous est commune et qu'on ne pouvait pas torturer des êtres humains. Il a été un des premiers, je pense, à montrer que pour torturer, il faut auparavant déshumaniser. Les membres de la CAT connaissent l'histoire de ce tortionnaire qui, en plein travail, entre guillemets, lance à sa victime « Dépêche-toi de parler, je dois rentrer chez moi, mon fils est malade ». Quelques jours plus tard, à nouveau en présence du même prisonnier, le prisonnier lui demande « Comment va votre fils ?» Et ce jour-là, l'histoire dit que le tortionnaire n'a pas pu mener l'interrogatoire. Il avait en face de lui non plus un subversif, un ennemi, ou quoi que ce soit d'autre, mais un être humain qui lui avait parlé en être humain. Je vais vous raconter une autre histoire, peut-être un petit peu moins connue que celle de Bartolomé de Las Casas. Dans les années 1630, le Sénat de Milan a rétabli largement l'usage de la torture, au prétexte de punir les propagateurs de l'épidémie de peste qui venait de ravager la ville, et aussi pour renforcer un climat de peur dans un contexte politique qui était incertain. Le Sénat de Milan a donc érigé un monument que vous voyez sur l'image du milieu, la colonne infâme, à la place de la maison de 2 propagateurs de la peste présumés. Mais l'infamie ici n'est pas celle de la torture, mais celle qui a été jetée sur les 2 condamnés à un point tel que leur boutique a été rasée. Plus d'un siècle plus tard, en 1776, le Sénat refuse l'abolition de la torture. Le Sénat de Milan, donc, refuse l'abolition de la torture. Et alors, Pietro Verri, qui était un intellectuel, un économiste, et pas du tout un philosophe, mais un notable aussi, issu d'une ancienne famille de la ville, a publié un texte intitulé « Observations sur la torture ». 1776, c'est l'année de l'indépendance des États-Unis. C'est 2 années avant la mort de Voltaire. C'est une époque où on ne pensait pas que la torture puisse être justifiée, renforcée par une autorité publique comme celle du Sénat. Donc, dans le livre « Observations sur la torture », qui a été réédité il y a quelques années, Pietro Verri rappelle comment la torture donc, a été utilisée pendant ce siècle, depuis 1630, contre un grand nombre d'innocents, qu'elle les a conduits à avouer des crimes qu'ils n'avaient pas commis, qu'à la suite de ces aveux, ils ont été condamnés, parfois à mort. Et je vous propose de lire presque intégralement la conclusion du livre de Pietro Verri. Les fauteurs de torture devraient se souvenir que les procès contre les sorcières et les magiciens étaient également cautionnés par une multitude d'auteurs prestigieux qui ont écrit sur leur science diabolique, que la tradition, prônée par des hommes illustres comme par les tribunaux, recommandait de condamner au bûcher les sorcières et les magiciens qu'on enferme désormais à l'asile depuis qu'a été prouvée leur inexistence. Tout ce qui est dit en faveur de la torture pouvait l'être il y a 50 ans à propos de la magie. Il me paraît impossible que l'usage consistant à infliger des tourments dans le secret des prisons tienne encore longtemps, après qu'on a démontré qu'une multitude d'innocents ont été condamnés au dernier supplice à cause de la torture, que celle-ci est une souffrance atroce, dont on use parfois d'horribles manières, que seul et sans témoin, le juge est maître de sévir à sa guise et selon son caprice, qu'elle n'est pas un moyen d'obtenir la vérité et que ni les lois, ni les docteurs ne la tiennent pour telle, qu'elle est intrinsèquement injuste, que les peuples connus de l'Antiquité n'y avaient pas recours, que les écrivains les plus éminents l'ont toujours abhorrée, qu'elle a été illégalement introduite pendant les siècles de barbarie, et enfin que de nombreuses nations modernes l'ont abolie ou sont en train de le faire sans le moindre inconvénient. Tout y est, ou quasiment, des problèmes que la torture pose encore aujourd'hui, et d'un argumentaire pour la combattre.
tout y est. Les souffrances, l'horreur, l'isolement de la victime et la toute-puissance du bourreau, l'impossibilité d'en obtenir la vérité, l'injustice qu'elle cause, son illégalité et son inefficacité. Tout y est, je pourrais m'arrêter ici. Pourtant, 250 ans plus tard, la torture reste un sujet contemporain et la démonstration de Pietro Verri reste à refaire. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, que je citais en introduction, ne donne pas de définition précise de la torture. Ce n'est qu'en 1975 que la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants introduit une définition de la torture. Il s'agit d'un acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont délibérément infligées à une personne par des agents de la force publique ou à leur instigation, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'un tiers des renseignements ou des aveux. Cette déclaration de 1975 rappelle l'interdiction absolue de la torture, quelles que soient les circonstances, même si elles sont exceptionnelles, tel qu'un, je cite la déclaration, tel qu'un état de guerre ou une menace de guerre, l'instabilité politique intérieure ou tout autre état d'exception. Nul ne sera jamais soumis à la torture, c'est nul et jamais. Pour mettre en application cette interdiction absolue, plusieurs mécanismes ont été mis en place dans le droit international. Je vous propose de passer rapidement en revue quelques-uns de ces mécanismes et de passer à la diapo suivante. Donc la définition de la torture que je viens de vous lire, elle est reprise et précisée dans l'article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée en 1984 aux Nations Unies et entrée en vigueur le 26 juin 1987. Donc le 26 juin, c'est l'origine de cette journée internationale de soutien aux victimes de la torture que nous célébrons aujourd'hui. Le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle, ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu'elle soit. Lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation, ou avec son consentement express ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. L'importance surtout de la Convention réside dans la création d'un comité contre la torture, le CAT, composé de 10 experts qui siègent à titre individuel et qui sont chargés d'examiner périodiquement la manière dont les États partis à la Convention s'acquittent des obligations édictées dans cette Convention, sur la foi de rapports qui sont établis par les États et de toute autre information qui peut leur parvenir, y compris des communications que les ONG reconnues par les Nations Unies peuvent leur adresser. Donc la Convention aujourd'hui a été ratifiée par 176 pays. Elle a été complétée par un protocole facultatif en décembre 2002 qui instaure un système de visite périodique dans les lieux de privation de liberté, donc les prisons, les lieux de garde à vue, les lieux de rétention, etc., ainsi qu'un organe spécifique, le sous-comité pour la prévention de la torture. Donc le protocole est entré en vigueur en juin 2006 et en juin 2021. Donc il y a 103 pays qui ont adhéré à ce protocole ou qui l'ont ratifié. Autre mécanisme important, le rapporteur spécial sur la torture aux Nations Unies. Donc c'est un rapporteur spécial qui a été créé par la Commission des droits de l'homme et son mandat a été décidé en 1985. C'est un mandat qui couvre tous les pays, qu'ils aient ou non adhéré ou ratifié à la convention que je viens de citer, et qui comprend donc 3 activités principales. Adresser des appels urgents aux États sur la foi d'informations qui lui parviennent directement, qui concernent donc ces appels des personnes qui risquent d'être soumises à la torture,
ou aussi adresser des communications aux États sur des actes de torture qui auraient déjà été commis. Donc le rapporteur spécial peut aussi effectuer des visites dans les pays afin d'établir les faits. Il est soumis au fait que les pays l'invitent à faire ces visites ou acceptent qu'ils viennent. Et enfin, le rapporteur spécial présente un rapport annuel sur ses activités, sur son mandat, sur ses méthodes de travail au Conseil des droits de l'homme et à l'Assemblée générale des Nations unies. C'est un rapporteur spécial, et comme tous, ce sont des personnes qui sont indépendantes des États, ce qui lui permet dans les rapports d'avoir un langage assez direct. Et par exemple, dans le rapport 2021, Nils Melzer, qui est l'actuel rapporteur spécial sur la torture, a consacré ce rapport à analyser ses relations avec les États. Et pour cela, il a utilisé une méthode qui vaut un petit peu la peine d'être présentée. Donc, en mois d'août 2020, donc pour un rapport qui a été publié en janvier 2021, il a adressé un questionnaire à l'ensemble des États membres de l'ONU, afin que chaque État décrive les procédures qu'ils adoptent pour répondre aux communications du rapporteur spécial, qu'ils évaluent aussi l'efficacité de leur coopération avec le rapporteur spécial et qu'ils lui fassent des recommandations. 31 États ont répondu à ce questionnaire, c'est-à-dire 16% du total des États des Nations Unies. Et sur ces 31, il y en avait 11 qui n'avaient jamais eu à recevoir de communication du rapporteur spécial. Donc c'est évidemment un chiffre trop faible pour tirer une vue représentative de l'engagement des États à combattre et à éradiquer la torture efficacement. En même temps, le rapporteur spécial, dans son rapport, a évalué les réponses des États aux 512 communications qu'il leur avait adressées entre 2016 et 2020. Et il a classé les réponses en 4 catégories, entre coopération nulle et pleine coopération. Seulement 10% des réponses, c'est-à-dire 48 sur 512, entrent dans la catégorie pleine coopération. Dans 36% des cas, 186 aucune réponse n'était parvenue au rapporteur spécial. Et dans 54% des cas, la réponse reçue ressort de la catégorie coopération partielle, en présentant des insuffisances telles que, et là je reprends les termes du rapport, rejet virulent, négation sans fondement, formalisme obstructionniste et prétexte élaboré. Et le rapporteur spécial évalue également les réponses à ces demandes de visite sur la période 2016-2020. 12 des 58 États ont coopéré pleinement. Les autres n'ont pas répondu ou ont refusé d'accueillir le rapporteur spécial sous des prétextes variés. Par exemple, ce n'était pas le moment, ou il y avait des risques pour la sécurité du rapporteur spécial, etc. Et je vais citer un petit paragraphe du rapport. Certains États fréquemment sollicités par le rapporteur spécial dans le cadre de ces communications officielles font des efforts considérables pour donner l'impression de coopérer de façon exemplaire, alors même qu'en parallèle, ils maintiennent de fait un système de torture et de mauvais traitements institutionnalisé. Vous appréciez la formulation du rapport. Au niveau européen, et on peut passer à la diapo suivante, afin de rendre l'interdiction de la torture plus effective, le Conseil de l'Europe a adopté en 1987 la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour la première fois, un ensemble d'États décidait de créer un mécanisme permanent de visite des lieux de privation de liberté, le Comité de prévention de la torture, le CPT. Par le moyen de visite, le comité examine le traitement des personnes privées de liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le CPT est composé d'experts qui sont choisis par chaque État membre, mais qui ne représentent pas cet État, et il a un programme de visite composé de visites périodiques qui sont programmées chaque année dans un certain nombre d'États et de visites ad hoc décidées en fonction de situations particulières. Les visites périodiques sont annoncées sur le site web du CPT en chaque début d'année, mais le CPT n'annonce ni la date précise de la visite qui aura lieu dans l'année, ni les lieux qui seront visités. En principe, et en réalité, au cours de ces visites, les experts ont accès à l'ensemble des lieux privatifs de liberté qu'ils souhaitent visiter. Aucun refus ne peut leur être opposé d'accéder à quelque lieu que ce soit, à quelque document que ce soit, ou à interroger quelque personne que ce soit, y compris les personnes détenues.
Préalablement à leur visite, les experts ont aussi des échanges avec les ONG locales qui peuvent leur signaler des situations ou des lieux à visiter. Et l'ACAT a été régulièrement en position de coopérer avec des experts avant des visites en France. À l'issue de la visite, les experts rédigent un rapport d'observation et de recommandation qui, dans un premier temps, est transmis uniquement aux autorités de l'État concerné. Ils publient aussi un communiqué de presse qui précise que la visite a eu lieu et quels lieux ont été visités et quelles personnalités ont été rencontrées. L'État répond au CPT en envoyant une réponse à ces observations et recommandations et donne ensuite au CPT l'autorisation de publier le rapport et la réponse de l'État. Si la publication tarde, on peut à ce moment-là entrer en scène, les ONG, la société civile, pour demander que cette publication se fasse. Peu de rapports restent non publiés 2 années après la visite. Donc depuis 1988, vous le voyez sur la diapo, 474 visites ont été effectuées, 431 rapports de visite ont été publiés. En 2021, 5 visites périodiques ont déjà été effectuées et 5 autres sont annoncées en Autriche, en Bulgarie, en Lettonie, en Lituanie et en Fédération de Russie. 2 visites ad hoc ont été effectuées en Géorgie et en Roumanie et 5, mais je crois que c'est maintenant 6 rapports de visite ont été publiés. Donc c'est un organe particulièrement efficace pour la prévention de la torture et ces recommandations ont généralement permis une meilleure protection contre la torture et les traitements inhumains dans les États du Conseil de l'Europe, en particulier dans un moment qui est critique, qui sont les premières heures après une arrestation. On peut passer à la diapo suivante et j'ai terminé ce panorama rapide et incomplet en disant quelques mots d'un instrument qui n'est pas juridique, mais qui a représenté aussi une avancée pratique, le protocole d'Istanbul, manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui a été adopté en 1999 par l'Assemblée générale des Nations unies. C'est un protocole qui est principalement destiné aux professionnels qui sont amenés à enquêter sur des allégations de torture, en particulier dans le cadre, mais pas seulement, mais en particulier dans le cadre d'examen de demande d'asile. Le protocole présente des codes d'éthique applicables par les professionnels de la santé et des principes relatifs aux moyens d'enquêter efficacement sur la torture, en particulier pour la préservation des preuves dans les procédures judiciaires. Des instructions aussi générales pour l'interrogation des victimes de la torture. Donc c'est un protocole qui fait l'objet de débats entre professionnels, mais qui reste un instrument à faire connaître, en particulier aux professionnels qui sont parfois qui sont pas familiers avec les victimes de la torture et qui peuvent être un petit peu démunis s'ils font face à une personne comme ça, qui est une ex-victime. Donc la communauté internationale, vous venez de le voir, s'est dotée d'un grand nombre de mécanismes juridiques en vue de l'éradication de la torture, et pourtant la torture est toujours largement pratiquée sur tous les continents. Son abolition nous semble un objectif dont la réalisation semble lointaine, à l'image d'un horizon qui s'éloigne à mesure que nous avançons. Chaque 26 juin, pour illustrer ce qu'est la torture aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de quelques victimes. Donc on va passer à la diapo suivante. Donc chaque 26 juin, l'ACAT France propose la Nuit des veilleurs, un temps pour prier et pour agir pour les victimes de la torture. Et chaque année, l'ACAT choisit plusieurs cas représentatifs de la diversité des personnes et des situations pour lesquelles nous agissons. Donc je vous propose simplement, à titre d'illustration, de regarder les différents cas qui étaient proposés pour cette année. La première est Zhang Zan, qui est en Chine, qui est une avocate et une journaliste citoyenne. Elle avait été l'une des premières à rendre compte de la situation sanitaire à Wuhan en février 2020. Et son engagement pour la vérité l'a amenée en prison où elle essaye de poursuivre son combat. Elle était donc une avocate, elle est devenue journaliste, elle a l'habitude de s'exprimer activement via les réseaux sociaux sur la politique et sur des questions liées aux droits humains en Chine. Elle a été l'une des premières qui a été présente pour filmer des malades alités, oui, dans un couloir d'hôpital à Wuhan, donc en février 2020. Donc une des premières qui a pu donner une image et un aperçu des conditions sanitaires qui n'étaient pas du tout celles que les médias officiels voulaient imposer. Elle a été arrêtée en mai 2020, condamnée en décembre 2020 à 4 ans de prison pour provocation au trouble à l'ordre public. Elle a refusé de faire appel après le verdict. Et elle assure qu'elle n'est jamais été aussi déterminée.
La diapo suivante nous présente Rami Kamel, qui est un Égyptien. Depuis la révolution de 2011, il défend le droit à la liberté de religion, documente les violations des droits humains, en particulier celles perpétrées contre la communauté copte à laquelle il appartient. Il a été arrêté en automne 2019 et il est toujours en détention. En avril 2019, il avait rédigé un rapport sur les discriminations subies par les coptes depuis l'arrivée du président Al-Sisi. Il a été torturé à 2 reprises et depuis son arrestation, il est placé en isolement. En août 2020, sa sœur a pu lui rendre visite pendant 20 minutes. Elle a pu constater à cette occasion que son frère avait perdu un tiers de son poids. Diapo suivante pour nous parler de Kenia Inés Fernandez Montalvan, qui est au Mexique, défenseur des droits humains, coordinatrice d'un mouvement d'agriculteurs qui défend le droit à la terre et qui promeut différentes formes de résistance pacifique. Entre juin et octobre 2020, elle a été arrêtée 3 fois pour de fausses accusations, afin de transformer en infraction pénale ses revendications et ses activités pacifiques en faveur des communautés paysannes. Depuis octobre 2020, elle est détenue dans des conditions indignes qui menacent sa santé et le parquet multiplie les accusations à son encontre. Aujourd'hui, sa santé inquiète considérablement. En avril 2021, elle a fait informer le juge du contrôle d'Acapulco qu'elle souffrait de fièvre, de maux de tête, de maux d'estomac, de frissons, de douleurs corporelles générales. Le juge aurait alors demandé des informations au centre de détention au sujet de ses conditions de détention. Diapo suivante. André Okombi Salissa est un opposant congolais qui a été candidat à l'élection présidentielle en mars 2016 et qui a été condamné à 20 ans de à 20 ans de travaux forcés pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, détention illégale d'armes et munitions de guerre. C'est un ancien proche du président au pouvoir. Il a été ministre, mais il s'est opposé au président lorsque celui-ci a décidé de faire changer la Constitution afin qu'il puisse se présenter une nouvelle fois à l'élection présidentielle. Plusieurs armes ont été découvertes dans un hangar qui appartenait à son épouse et une enquête a été ouverte à ce moment-là qui a donc conduit à son arrestation et à sa condamnation. Un membre de sa famille est mort sous la torture. Voilà. Dernière diapo. Mohamed Lamine Hadi, au Sahara occidental ou au Maroc. Donc, c'est un militant sahraoui qui a participé aux actions de protestation du camp de Gdeim Izik en 2010, en lien avec la situation économique et sociale et politique des Sahraouis. Il a été arrêté avec d'autres à la suite du démantèlement du camp et condamné à 25 ans de réclusion en 2013, avec des aveux qui lui ont été arrachés sous la torture. Il est incarcéré loin de ses proches, dans des conditions de détention qui sont notoirement mauvaises. Il est à l'isolement, n'est plus autorisé à sortir de sa cellule qu'une seule heure par jour, et il a commencé une grève de la faim en janvier 2021. Depuis le 22 février, les appels téléphoniques avec sa famille lui sont interdits. Les visites sont à nouveau autorisées depuis le 1er mars, et sa mère s'est rendue à la prison, où il est détenu, en faisant un trajet de 1200 km, mais elle n'a pas été autorisée à le voir. Depuis, elle attend sur place et elle a même été détenue par la police quelques heures. On peut passer à la diapo suivante. Donc, membre de minorités ethniques ou religieuses, indépendantiste ou dissident, lanceur d'alerte, journaliste indépendant, blogueur, ancien proche du pouvoir, passé à l'opposition ou opposant politique de longue date, syndicaliste agricole ou ouvrier. Voici quelques-uns des visages des victimes de la torture et des violences politiques aujourd'hui. Mais la torture touche aussi des prisonniers de droit commun sur tous les continents, des émigrants sur le chemin de l'exil en Érythrée, en Libye, des populations que l'on veut chasser des terres qu'ils habitent, dans un contexte d'instabilité politique, d'inégalités économiques croissantes et de trafic en tout genre. L'histoire récente, y compris l'histoire récente de notre pays, nous a montré les conséquences catastrophiques de la torture sur les survivants, victimes et bourreaux, sur leurs proches et sur les sociétés entières. Nous devons nous questionner sur les mécanismes qui conduisent des personnes à accepter que d'autres personnes, faisant partie de la même société ou d'un autre groupe ethnique ou religieux, des êtres humains comme eux,
Donc nos égaux, en droit et en dignité, soient traités comme des sous-hommes. Au commencement, souvent, est la peur. La peur est un sentiment légitime, un réflexe de survie face à la nature hostile. Mais la peur est aussi un sentiment manipulable aisément, à partir de l'exploitation, de l'aspiration à la sécurité que nous avons tous. La peur ainsi générée, souvent irrationnelle, peut conduire au rejet de l'autre, devenu une menace pour la sécurité, pour l'emploi, pour le niveau de vie. À l'extrême, des idéologues sans scrupules iront jusqu'à nier l'humain en cet autre, soi-disant menaçant. Le processus de déshumanisation peut commencer de différentes façons, par des atteintes aux droits économiques, sociaux ou culturels. Ce sont des dérives insidieuses, hors de vue souvent de la majorité de la population, qui deviennent petit à petit tolérées et qui ne suscitent pas de levée de bouclier. Nous sentons-nous interpellés par le sort des mineurs isolés à la rue ou placés en centre de rétention, par les conditions de vie dans ces centres de rétention ou dans nos prisons. Ce sont ces entorses acceptées, le mépris toléré, les humiliations passées sous silence qui préparent l'anéantissement de la conscience de l'humanité. Norbert Zongo, qui était un journaliste au Burkina Faso, assassiné en 1998, a écrit « Le pire n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais le silence des gens bien. N'est-ce pas lorsque se taisent les braves gens qu'une société risque de basculer ? Sauf exception, ces braves gens ne vont pas devenir des bourreaux. Par contre, leur silence, notre silence, crée des conditions dans lesquelles pourront se développer les mauvais traitements, les traitements inhumains et dégradants, et éventuellement des pratiques tortionnaires. On peut changer de diapo. Dans le contexte actuel de lutte contre le terrorisme instauré comme priorité absolue, la torture utilisée pour obtenir du renseignement peut sembler efficace à court terme si l'on croit que la victime connaît effectivement l'information recherchée et si cette victime n'a pas les ressources nécessaires pour résister aux pressions psychologiques et physiques. Mais comment en être certain ? Sous l'effet de la douleur et de la peur, les renseignements donnés peuvent être faux, inefficaces. Le professeur en neurosciences Shane O'Mara a montré, dans un ouvrage qui est paru en 2018, comment le stress causé par la torture, quelles que soient les méthodes utilisées, affecte les capacités de mémorisation et d'expression de la victime. Donc c'est cet ouvrage « Pourquoi la torture ne marche pas ». La torture, ce n'est pas que des violences physiques ou des séquelles à vie. La torture installe une ambiance, la terreur. Il s'agit non seulement de terroriser la victime, mais aussi ses proches et ses défenseurs. Ainsi s'exprimait Nassera Haddouche, avocate en Algérie, de Walid Nekish, qui a été emprisonné et torturé en 2019. Donc, ce sont des propos qui étaient cités dans un article du journal Le Monde en février de cette année. Autant que pour faire parler, la torture est pratiquée pour intimider, pour terroriser et faire taire une société, une famille, les membres d'un groupe religieux, social ou politique, ou une minorité ethnique. Elle est aussi utilisée contre les criminels de droit commun. Le tortionnaire montre sa toute-puissance, peut-être il la montre d'abord à lui-même, et vis-à-vis d'un criminel, il se donne le rôle du justicier et du vengeur. Les tortionnaires aussi, voire les témoins passifs d'actes de torture, peuvent subir très durement et durablement le contre-coup de leur conduite, avec tout ce que cela implique pour leur entourage. Les témoignages qui ont été recueillis par la commission d'enquête sur la torture du Sénat américain, à la suite de toutes les affaires en Irak, montrent que les nombreux troubles ressentis par les soldats qui avaient dû effectuer ou assister à des simulacres de noyade, entre autres méthodes de torture qui étaient infligées aux suspects, allaient de la remise en cause de la légalité de ces actes aux demandes de transfert dans d'autres unités et aux troubles psychiques sérieux endurés par ces soldats à leur retour d'Irak ou d'Afghanistan. Lutter contre l'impunité est essentiel pour éradiquer la torture. Réparer, réhabiliter les victimes, ça n'est pas seulement un enjeu individuel, c'est aussi une étape fondamentale de la lutte contre le phénomène tortionnaire et contre ces mécanismes au sein de la société. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais... Nous sommes bien dans les temps, vous pouvez continuer. Donc, je vais illustrer ce thème de la lutte contre l'impunité par deux affaires qui montrent à la fois combien elle est nécessaire et complexe,
et combien elle permet la reconnaissance des victimes et leur reconstruction. La première, avec la diapo qui vient, au Mexique. Vous avez aussi un écran de contrôle, hein, comme ça Oui, vous évite de tourner la tête. Donc, au Mexique, les femmes d'Atenco. Donc, cette affaire, vous allez pouvoir la retrouver dans le rapport à mon tortionnaire qui vient de paraître. Donc, le 28 novembre 2018, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a jugé l'État mexicain responsable de détention arbitraire, de torture physique, psychologique et sexuelle et déni de justice lors de la répression policière qui avait eu lieu en mai 2006 dans la commune d'Atenco, donc au Mexique. Et cette cour a ordonné à l'État mexicain d'apporter une réparation intégrale aux 11 femmes victimes de torture et de violences sexuelles. Ces 11 femmes faisaient partie d'un groupe de marchands qui étaient présents sur le marché de la ville et qui manifestaient contre la décision de la municipalité de les empêcher de s'installer. Les interventions des forces de police locales et fédérales avaient conduit à la mort de 2 personnes, de nombreux blessés et plus de 200 arrestations. Et au moins 31 des la cinquantaine de femmes qui avaient été arrêtées ce jour-là ont rapporté des faits de violences sexuelles perpétrés par les policiers, pour certains des faits allant jusqu'au viol. Dans un procédé classique d'inversion de culpabilité, le système judiciaire mexicain a poursuivi ces 11 femmes lorsque les agents des forces de l'ordre les ont accusées d'enlèvement, de séquestration des policiers ou de port illégal d'armes. Et au contraire, l'État mexicain a été lent, négligent face à leurs allégations de torture sexuelle. Cela a contribué à la reproduction de nouvelles violations de leurs droits. Tout au long de leur parcours, ces femmes ont été confrontées à des intimidations visant à les réduire au silence et à leur faire endosser la culpabilité de leur arrestation, de leur torture et de leur détention. Les plus hautes autorités politiques et policières de l'État de Mexico, donc un des États fédérés du Mexique, ont publiquement remis en cause leur crédibilité en leur reprochant un manque de preuves ou en les assimilant à des guérilleras. Quand on a finalement ouvert des enquêtes de torture, elles ont été donc tardives, partielles, et elles n'ont abouti à aucune condamnation. Et pire, elles ont participé à la revictimisation des femmes. Par exemple, le bureau du procureur spécial qui était chargé de la lutte contre les infractions liées à des actes de violence contre les femmes a demandé, par exemple, que les femmes soient examinées au titre du protocole d'Istanbul que j'ai cité tout à l'heure par des experts du bureau du procureur général de la République. Et pourtant, cet examen avait déjà été effectué par des professionnels de la Commission nationale des droits humains et du collectif contre la torture et l'impunité, avec la même méthodologie du protocole d'Istanbul. Et la conclusion avait à l'époque été qu'il existait bel et bien des indices de torture et de violences sexuelles pour au moins 9 des 11 femmes. L'arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l'homme montre que les agressions sexuelles infligées aux 11 femmes sont constitutives de torture, parce que les policiers ont agi délibérément, parce qu'ils avaient pour objectif de les humilier, de les intimider, de les empêcher de reprendre part à la vie politique ou de les empêcher d'exprimer leur désaccord dans la sphère publique. Et aussi parce qu'ils avaient pour objectif de les punir pour avoir osé contester leur autorité et en représailles des blessures qu'avaient subies leurs collègues lors des interventions sur les manifestations. Enfin, troisième note de l'arrêt, les actes ont entraîné des souffrances sévères dont les séquelles perdurent. Donc tout cela est constitutif de faits de torture. C'est une reconnaissance qui était essentielle pour les victimes, qui tout au long de ces années ont fait de leur combat en justice un enjeu pour toute la société mexicaine et une lutte pour que soit enfin reconnue, proscrite et sanctionnée la torture sexuelle. Cela a permis que ces femmes ne soient pas enfermées dans un statut de victime. Comme elles le déclaraient en novembre 2017, notre dignité consiste à élever la voix, à avancer pour que l'État soit désigné responsable. Notre dignité réside dans le fait de ne pas nous taire devant la peur et les offenses. Nous ne sommes pas les victimes d'Atenco, nous sommes des militantes sociales. En République démocratique du Congo, vous le savez, cette république, les pays voisins ont été le théâtre depuis le début des années 1990 de guerres qui ont entraîné des violations nombreuses des droits humains, à la fois du fait des gouvernements, de milices armées ou d'armées de résistance. Le Haut Commissariat des droits de l'homme
avait créé une commission, la commission Mapping, pour enquêter sur les faits survenus dans la région entre 1993 et 2003. Et le rapport d'enquête avait été rendu public en octobre 2010. Donc, la commission Mapping travaillait en RDC en 2008 et en 2009. Et pendant ce temps-là, les exactions se poursuivaient. Les responsables de ces exactions se voyaient reconnus comme partenaires pour des accords de paix. À la suite du rapport de la commission Mapping, des mandats d'arrêt ont été délivrés, des accusations de crimes contre l'humanité ont été déposées devant la Cour pénale internationale. Il n'y a pas eu d'arrestation et encore moins de procès. La responsabilité des gouvernements locaux dans cette impunité est immense, mais celle de la communauté internationale est aussi importante. Il est de la responsabilité de la société civile de prendre le relais, de demander que les conclusions du rapport Mapping soient appliquées. En RDC, c'est le docteur Mukwege, qui a été prix Nobel de la paix, qui s'engage sur ce thème avec le soutien des mouvements civils et des églises. C'est aussi pour cela que la CAT s'est engagée dans une campagne de soutien à l'occasion des 10 années de la publication du rapport. Et cette campagne de soutien a pris la forme de publications dans notre revue et de plusieurs appels auprès de militants et des sympathisants. On s'engage aussi contre l'impunité. Voilà. La torture, on vient de le voir, c'est une gangrène dont la menace est permanente pour chaque pays, fût-il civilisé. Comment sortir du cercle vicieux qui s'installe ? La première réponse, la plus aisée et la plus évidente, c'est de ne pas entrer dans le cercle vicieux, d'être attentif à ce que soit respectée la dignité de tous les êtres humains. Les personnes en détention provisoire, les apprentis terroristes islamistes ou les auteurs d'attentats, les migrants, les manifestants, les prisonniers de droit commun, condamnés à de longues peines, tous doivent voir leur dignité respectée. La justice doit s'exercer, mais le droit ne doit pas être bafoué. Le premier regard de mépris, la première moquerie, la première parole de discrimination contiennent les germes de la déshumanisation. Un être humain ne peut se réduire ni à sa condition de suspect ou de détenu, ni à une identité ethnique ou religieuse. Un migrant, par exemple, est une personne humaine d'abord, en recherche d'un ailleurs meilleur que le lieu où, par hasard, il est né. Dans les pays européens, en France puisque nous sommes en France, des règlements administratifs privent de leurs droits des étrangers, des détenus, des suspects en garde à vue, des familles en centre de rétention. Lutter contre la déshumanisation passe par une attention aiguë, un droit de regard sur les pratiques administratives et la parole publique. L'éducation aux droits de l'homme constitue un rempart contre toutes les dérives. Elle nous conduit à reconnaître la dignité de l'autre à l'égard de notre propre dignité, à reconnaître les droits de l'autre comme ayant autant de valeur que nos droits. La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est un outil de prévention directe qui vise à diminuer les facteurs de risque et rend la pratique de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants moralement condamnables, officiellement illégales, matériellement difficiles. Le tortionnaire est désigné comme coupable et la victime déculpabilisée. On attaque le mal à la racine par la formation, l'éducation, mais aussi par le contrôle des lieux privatifs de liberté, donc par exemple par le travail du CPT aussi. Ces résultats de prévention s'apprécient sur le long terme. Aussi faut-il l'accompagner d'une action dissuasive en appliquant avec rigueur les poursuites judiciaires concernant les actes commis avant la mise en place d'un dispositif. Les tortionnaires potentiels doivent comprendre qu'ils auront à payer le prix fort pour leurs exactions, et cela vaut aussi pour leurs complices. On peut passer à la diapo suivante. Cette semaine même, un article paru sur le site internet du journal Le Monde faisait état de la mise en examen de dirigeants de 2 entreprises françaises pour complicité d'actes de torture, à l'initiative de la Fédération internationale des droits de l'homme. Ces 2 entreprises sont accusées d'avoir vendu du matériel de surveillance électronique en Égypte et en Libye, et ce matériel a permis de traquer, d'arrêter des opposants politiques qui ont ensuite été torturés. D'après l'article et d'après la FIDH, il ne fait guère de doute que après la mise en examen de dirigeants des entreprises, ce sont les entreprises elles-mêmes qui vont être mises en examen en tant que personnes morales. Ce jeudi 24 juin, avant-hier,
Le CPT a rendu public 2 rapports de visite en France, à la suite d'une visite périodique en décembre 2019 et à la suite d'une visite ad hoc qui a été réalisée en juillet 2020. Donc, ce rapport, les réponses du gouvernement français sont disponibles sur le site internet du CPT. Et les préoccupations du CPT à l'issue de ces visites portent essentiellement sur l'usage de la force lors des interpellations, la lutte contre l'impunité, en France même, et les conditions matérielles de détention et de rétention, conditions matérielles qui pourraient s'apparenter à des traitements dégradants ou inhumains. Le CPT a aussi visité en 2019 en France donc un centre hospitalier de psychiatrie où il a été également constaté des conditions de séjour très très disparates entre les différents pavillons de ce centre hospitalier. Et donc potentiellement des traitements qui pouvaient être des traitements dégradants. Soutenir les victimes de la torture, aider à leur réhabilitation est un devoir de solidarité. Il est essentiel de comprendre que le premier effet de la torture est précisément une sorte de mort psychique. C'est le sujet que l'on fait taire, que l'on fait disparaître. Contrairement aux idées reçues qui servent surtout à justifier son utilisation, même dans des pays démocratiques, la torture ne sert pas uniquement à obtenir des informations, des aveux ou à éviter des catastrophes. La pratique de ces sévices a pour objectif principal la disparition du sujet, désubjectivé, l'humiliation de lui faire vivre sa propre mort, l'exercice d'un pouvoir qui serait total chez le bourreau sur sa victime pour lui faire éprouver son extinction. Donc, je viens de vous citer un paragraphe rédigé par Omar Guerrero, psychologue et thérapeute au Centre Primo Levi, qui explique bien l'enjeu de ce travail dans un article que nous publions dans le rapport Un monde tortionnaire. Le Centre Primo Levi a été créé avec le concours d'Amnesty International, de Médecins du Monde, de l'ACAT France, en 1995. Pour nous, ACAT, et sans doute pour Amnesty International aussi, il s'agissait de prolonger notre action d'appel urgent, d'intervention auprès des gouvernements, de soutien au droit d'asile, en participant à la mise en place d'un lieu de soins dédié aux victimes de la torture et de la violence politique et à leurs familles, réfugiés ou présents à un autre titre sur le territoire français. Les personnes qui ont vécu un parcours d'exil souvent compliqué, éprouvant, sont confrontées aux difficultés inhérentes à leur arrivée dans un pays inconnu, mais aussi elles continuent à vivre avec les traumatismes. Certaines blessures ne sont plus visibles, mais d'autres, physiques ou psychologiques, continuent à les faire souffrir. Nombre de personnes ayant été victimes de la torture et de la violence politique ne souhaitent pas parler de ce qu'elles ont vécu. Pourtant, le silence renforce leur mal-être et le Centre Primo Levi donc, propose un soutien et des soins spécifiques en accord avec l'article 14 de la Convention contre la torture. L'action du Centre Primo Levi et d'autres structures qui sont similaires en France et à l'étranger contribuent à ce que les victimes ne restent pas des victimes, mais deviennent, entre guillemets, des survivants de la torture. La relative faiblesse des États devant les prémices de la torture, malgré les arsenals juridiques, rend nécessaire le travail des médias indépendants, qui sont capables d'enquêter et d'alerter l'opinion publique. L'action des ONG, capables d'évaluer les risques, de recueillir les témoignages, d'éduquer, de sensibiliser l'opinion publique, de dénoncer l'impunité, de prendre en charge les victimes, de mettre en place des formations de suivi de plaintes pour torture, de coopérer avec des organes internationaux, participe au renforcement efficace de la prévention et permet de mener la bataille des idées. Germaine Tillon écrivait en 2007 « Au terme de mon parcours, je me rends compte combien l'homme est fragile et malléable. Le mal peut revenir à tout moment, et il couve partout. Nous devons agir au moment où il est encore temps d'empêcher le pire. La bataille des idées ne doit souffrir aucune exception. Il est indécent de contester l'universalité des droits de l'homme pour amoindrir l'impact de la torture et de la mise à mort d'êtres humains. Et ceux qui le font se placent du côté des bourreaux et face aux victimes. La souffrance des corps martyrisés et les drames de la violence sont indépendants des cultures. Comme nous le rappellent les cendres ou les charniers des génocides et la douleur des proches des victimes sur tous les continents. Torture, exécution, sacrifices humains,
Ce sont des pratiques ancestrales qui visaient à apaiser le groupe social en sacrifiant un bouc émissaire, au fallacieux prétexte que le groupe préservé en sortirait purifié et renforcé. Et si, chemin faisant, on en venait à perdre son âme? Parce qu'elle repose sur le mensonge, cette voie conduit nécessairement, à plus ou moins long terme, au drame. La barbarie qui porte certains hommes à la torture contamine automatiquement chacun de ses contemporains. Elle fait de chacun d'eux des complices virtuels. C'est une citation de Jean-Claude Roland, qui était un psychiatre et un psychanalyste, qui a en particulier accompagné un frère dominicain brésilien, Tito de Alencar, qui a été donc réfugié en France en 1973 et à la suite de tortures qu'il avait subies sous le Brésil des colonels, et qui a fini par se suicider en France, donc près de Lyon. On peut passer à la diapo suivante. Il ne faut pas nous leurrer, la situation des droits humains dans le monde est grave. Au début de cette semaine, Michelle Bachelet, la haut-commissaire des droits de l'homme de l'ONU, prononçait son discours annuel devant le Conseil des droits de l'homme. Et en prenant en exemple la situation dans la région éthiopienne du Tigré, la situation en Birmanie, en Chine, en Russie, elle a décrit, je la cite, les plus vastes et les plus sévères reculs des droits de l'homme que nous ayons jamais vus. Et elle a appelé les États à avoir une vision qui change la vie et une action concertée. La situation est grave, mais si nous sommes ici, c'est que nous avons cette petite lueur de l'espérance et la conviction forte que nul ne doit être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et qu'il nous appartient de partager cette conviction autour de nous. La plus importante des conditions pour que l'humain soit est précisément le respect de son intégrité. Cette mission, assumée par l'esprit des associations qui pallient les manques des États, par des ONG supranationales, est une mission collective. Elle nous revient à tous, puisque notre groupe social en dépend. Laisser passer un acte de violence est un équivalent d'impunité. Ne pas l'accueillir, ne pas écouter, ne pas le documenter, puisqu'il faut toujours des preuves, des chiffres pour valider l'ampleur de certains actes, est une manière de prolonger son action, même à notre insu. Et on peut passer à la dernière diapo, qui est une diapo publicitaire pour ce rapport, Un monde tortionnaire, donc, qui vient de paraître et que vous pouvez trouver sur le stand de la CAT dans le hall. Je vous remercie. Merci beaucoup.